Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça va être une très bonne émission et j'en suis certain, puisque c'est un honneur de vous avoir tous les trois dans l'émission. J'ai découvert vos œuvres en 2021, en commençant par Jer Nyquist, puis Cliff Kincaid, et enfin Trevor Loudon. J'ai lu certains de vos livres passionnants. Je n'ai pas tout lu parce que vous avez écrit beaucoup, mais tous les livres de Jer Nyquist, en particulier The Fool and His Enemy. J'ai aussi lu Red Jihad de Cliff Kincaid et Jeff Nyquist, Blood on Its Hands, The True Story of Edward Snowden de Cliff Kincaid, et Barack Obama and the Enemies Within de Trevor Loudon, un gros livre. Donc vous êtes vraiment à la pointe de la résistance mondiale au communisme, d'après moi. Vous avez averti le monde depuis des décennies maintenant, alors que tout le monde pensait que le communisme était mort, avec la chute du mur de Berlin, du pacte de Varsovie et de l'URSS. Mais un homme a averti le monde de cette supercherie, qu'il a appelée la supercherie de la perestroïka. Et nous avons tous beaucoup de respect pour Anatoly Golitsyn, un transfuge du KGB qui a risqué sa vie pour donner au monde les plans de l'ennemi communiste dans deux livres, intitulés New Lies for Old, paru en 1984, et Perestroika Deception en 1995. Dans New Lies for Old, donc des mensonges pas si nouveaux, il a non seulement révélé les plans à long terme du bloc communiste, mais il a également fait 148 prédictions falsifiables, dont 94% se sont réalisées en 1994, selon l'historien Mark Rivlin. Alors j'ai trouvé ces livres si importants lorsque je les ai découverts en 2021, grâce à Jeff Nyquist, que j'ai décidé de les traduire en français. Donc depuis quelques mois, ils sont disponibles pour tous les francophones du monde, en France, au Canada et en Afrique principalement. Mais je voulais aller plus loin, car je crois que Des mensonges pas si nouveaux est l'un des antidotes à la pandémie de communisme qui se répand depuis 1917. J'ai donc traduit ce livre en 20 langues, dont 9 sont déjà disponibles sur Amazon dès à présent. Les voici: français, allemand, danois, espagnol, finnois, italien, néerlandais, portugais et suédois. Et les autres seront mis sur Amazon dès que possible. Mais j'ai pensé que ce n'était toujours pas suffisant. Et c'est pourquoi je vous ai contacté pour organiser cette émission, qui est une première, avec des géopoliticiens qui ont compris Golitsyn et qui ont pris le risque de faire son éloge et d'adopter son analyse de la situation mondiale. Donc cette vidéo sera traduite en français par mes soins, et j'encourage vivement d'autres personnes à la traduire dans d'autres langues, car ce qui va être dit est de la plus haute importance. Alors que la guerre en Ukraine fait rage et que la Troisième Guerre mondiale se profile, certains comme moi disent d'ailleurs qu'elle a déjà commencé en 2020 avec l'attaque biologique du Parti communiste chinois contre le monde. Alors maintenant, sans plus attendre, je vous laisse la parole, messieurs, avec ma première question. Pourquoi Anatoly Golitsyn est-il si important selon vous, et pourquoi tout le monde doit lire ses livres? Merci Jean. Le mot-clé est stratégie. Les idées gouvernent le monde, et les idées stratégiques sont utilisées par les personnes qui veulent gouverner le monde. Il y a deux types d'idées. L'une est l'idéologie, la théologie ou la philosophie qui peut dominer l'esprit des gens, mais il y a aussi la stratégie qui consiste à prendre le pouvoir. Et le livre de Golitsyn, principalement quand je l'ai lu en 1984, ce qui m'a frappé, ce sont les idées stratégiques qu'il contient. Il s'agit d'un concept de grande stratégie exécuté par l'Union soviétique et l'ensemble du bloc communiste que vous ne trouverez pas dans un livre occidental. Des stratégies comme une fausse scission du bloc communiste. C'est comme une escroquerie, sauf qu'elle est appliquée aux nations. Ils font semblant d'être ennemis, mais ils ne le sont pas. C'est un concept étonnant. Alors, quand je l'ai lu, je n'étais pas un admirateur béat, je n'ai pas dit « Oh, c'est vrai », mais j'ai juste dit
Quelle idée intéressante d'avoir deux pays qui sont vraiment alliés et qui prétendent être des ennemis pour tromper les autres pays. Imaginez que Benito Mussolini et Hitler se soient réunis et aient prétendu être des ennemis pour tromper les alliés en leur faisant croire qu'ils peuvent compter sur l'un ou l'autre. Et c'est ce que présente Golitsyn. La Chine et la Russie ont mis en place cette stratégie. Une autre stratégie est l'opposition contrôlée, qui est bien connue des étudiants en histoire russe et soviétique. Vous contrôlez en fait les personnes de votre pays qui sont censées être contre votre système. Vous êtes capable de manipuler les mouvements et d'infiltrer les mouvements qui sont contre vous dans le monde entier. Alors la troisième idée consiste à falsifier la libéralisation ou avoir une libéralisation contrôlée dans votre propre pays sur cette base. Et que vous pourriez amener votre ennemi, qui est dans une course aux armements nucléaires, à abandonner la course aux armements et à désarmer spontanément, pour ensuite revenir à la charge plus tard en renfermant le piège. Ce sont là quelques-unes des idées stratégiques que l'on trouve dans le livre de Golitsyn, publié en 1984 et intitulé « Des mensonges pas si nouveaux ». Et j'ai été étonné, mais n'en sachant pas autant que maintenant, je me suis dit que ces idées étaient brillantes, mais je ne voyais pas comment les mettre en pratique. N'importe qui peut lire ce livre et ne pas se faire duper si vous essayez de mettre en œuvre ces stratégies. Mais je n'avais pas compris la psychologie sociale de nos institutions, à quel point la pénétration et la subversion fonctionnent et à quel point l'organisation communiste est efficace. Et c'est l'organisation à travers le système de Lénine. Le mot soviétique signifie essentiellement comité ou conseil. Le mouvement communiste est organisé par des comités qui communiquent entre eux jusqu'au comité central, comme on l'appelait autrefois. Ils ont une discipline et ils discutent et c'est très stratégique. Et c'était étonnant à quel point ça fonctionne. Vous pouvez réellement communiquer une stratégie à tous ces comités et vous pouvez la mettre en œuvre. Et puis il y a les services secrets, les services spéciaux, le mouvement communiste et les services spéciaux des pays du bloc. Et quand j'ai appris à mieux les connaître en lisant la littérature des transfuges du communisme, j'ai découvert que oui, en effet, c'est possible, et que nous sommes très faibles. Nous n'avons pas de défense contre cela, et nous sommes psychologiquement vulnérables. Et nous n'avons pas été capables d'y faire face. Donc, ce qui est initialement si important à propos de Golitsyn, c'est la compréhension stratégique qui s'applique ensuite à ce qui se passe maintenant. Alors permettez-moi d'ajouter à cela que je suis vraiment honoré de participer à cette discussion. Ce que nous avons découvert ici et dont nous allons parler, c'est quelque chose qui a été évident pour des gens comme nous, mais pas si évident pour le reste du monde. Beaucoup de gens veulent être trompés. Pourtant, de temps en temps, nous voyons des éclairs de bon sens, même dans les grands médias. Quand j'ai écrit un chapitre pour un livre intitulé « Putin's Reset », j'ai trouvé un article très intéressant du New York Times, écrit par une femme nommée Masha Gessen. Il était intitulé, et cela date de 2016, donc 2 ans après la première invasion russe de l'Ukraine, il était intitulé « L'URSS est-elle vraiment tombée ?» Et si vous prenez le temps, même en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, sans lire les livres de Golitsyn, vous pouvez voir, en vertu du fait que le président russe est un ancien colonel du KGB, que l'ancienne Union soviétique existe toujours, mais sous une forme un peu différente, et avec des tactiques similaires et une stratégie à long terme. Ce qui a été appelé en référence à Golitsyn le monstrueux complot. Le monstrueux complot est réel, il se déroule en ce moment même. J'ajouterai seulement que je nous qualifierais tous aujourd'hui de conservateurs, du moins au sens américain du terme. Je suis un vieux conservateur de style reaganien. Je suis à Washington depuis 40 ans. J'ai vu Reagan lancer la doctrine Reagan de libération des pays communistes et adopter une position ferme contre la Russie et la Chine. D'abord l'Union soviétique, puis la Chine. Mais aujourd'hui, en plus du succès, et c'est ce qui m'étonne, que les communistes ont eu avec les soi-disant progressistes aux États-Unis et dans le monde, ils ont développé une stratégie très intéressante.
qui n'est apparu qu'après les livres de Golitsyn, consistant à manipuler les soi-disant conservateurs dans le monde entier. Ce qu'on appelle l'extrême droite, bien sûr, mais aussi en France, en Europe, et même ici, aux États-Unis. J'ai beaucoup écrit ces derniers temps, à l'approche de ce qu'on appelle le CPAC à Washington, D.C., début mars, sur la façon dont l'influence russe et communiste est en train de prendre le contrôle de parties entières du mouvement conservateur américain. Et vous le voyez en termes de conservateurs, avec de grandes plateformes médiatiques, comme l'ancien conseiller de Trump, Stephen K. Bannon, et ainsi de suite. Tucker Carlson sur Fox News, qui fait écho au point de discussion russe sur l'Ukraine, et disant en gros que les États-Unis ne devraient pas soutenir ces peuples épris de liberté, que c'est juste un conflit régional et que nous devrions rester en dehors de tout ça. Pour moi, c'est une preuve de l'évolution de la théorie de Golitsyn, au point qu'il est choquant pour quelqu'un qui, comme je l'ai dit, était là lorsque Reagan a lancé sa doctrine Reagan, que des soi-disant conservateurs acceptent aujourd'hui le mensonge selon lequel l'Union soviétique a vraiment changé, qu'elle n'est plus et que la Russie est en quelque sorte différente, que Poutine est en fait un homme d'État chrétien, qu'il est du bon côté et que l'Ukraine ne doit pas être soutenue. Et beaucoup d'entre eux, je n'ai cité que quelques noms, adhèrent à cette idée qu'en soutenant l'Ukraine, nous poussons en quelque sorte la Russie dans les bras de la Chine communiste. Comme Jeff y a fait allusion, et j'ai écrit un livre à ce sujet, la soi-disant scission sino-soviétique était une tromperie. C'était une discussion entre amis, on pourrait dire, entre communistes, sur la façon d'atteindre l'objectif du communisme total. C'est donc là que je vois cette tromperie nous mener à un moment critique, car de nombreux conservateurs et républicains disent maintenant « Ah, nous devons quitter l'Europe, nous ne pouvons pas soutenir l'Ukraine, c'est juste un conflit régional et la Russie n'est plus une menace pour nous. » Voilà donc mes remarques pour commencer. Merci beaucoup Jean, merci à Cliff et à Jeff. La thèse de base de Golitsyn est qu'il y a une stratégie soviétique à long terme par laquelle le bloc soviétique unifié dans les années 50 a décidé de procéder à une série de tromperies stratégiques sur l'Occident. Une fausse scission entre la Russie et la Chine, un soi-disant effondrement du communisme dans les années 80, et l'objectif consiste à affaiblir la détermination de l'Occident, de dissoudre l'OTAN, de dissoudre les défenses occidentales, au point que la Russie et la Chine pourraient s'unir et détruire les États-Unis avec la stratégie du poing fermé. Et je pense que nous sommes arrivés dans cette phase. J'ai lu le livre de Golitsyn dans les années 80, et j'étais très impressionné, mais à la fin des années 80, j'ai aussi eu la chance de rencontrer un Néo-Zélandais qui avait infiltré le Parti communiste néo-zélandais, le Parti de l'unité socialiste, pour nos services de sécurité. Il a été formé à Moscou, à l'Institut d'études supérieures de Lénine, fin 1983. Il était là lorsque Reagan a ordonné l'entrée de troupes à Grenade, et les soviétiques ont piqué une colère noire à ce sujet, parce que c'était censé être le deuxième Cuba. Mais deux choses qu'il a dites étaient très intéressantes. À l'école, 3500 étudiants se sont entendus dire qu'il allait y avoir un retrait majeur du communisme, que nous allions abandonner le mot communisme. Il allait y avoir une détente massive avec l'Occident, parce que le communisme a toujours mieux réussi pendant les périodes de détente, quand il y avait moins de résistance à leurs propositions. Maintenant, rappelez-vous, c'était en 1983. Nous n'avons pas entendu parler de Gorbatchev avant 1985. Donc, c'était avant Gorbatchev.
L'autre chose qu'il a dit, c'est que la guerre d'Afghanistan faisait rage à l'époque. Et beaucoup de communistes du monde entier râlaient contre les instructeurs soviétiques. Que se passe-t-il en Afghanistan? C'est incroyablement embarrassant pour le mouvement communiste mondial. La puissante armée rouge est humiliée par des tribus. C'est très embarrassant pour nous. Et les instructeurs soviétiques répondaient « Ne vous inquiétez pas, c'est notre plan, c'est notre stratégie à long terme. L'Amérique a eu son Vietnam. L'Amérique a été chassée du Vietnam par des gens en pyjama. Ils étaient embarrassés sur la scène mondiale. Nous devons avoir notre Vietnam. Nous allons nous battre pendant 8 ou 9 ans en Afghanistan, puis nous nous retirerons la queue entre les jambes après une défaite totale. Ainsi, les Américains ne nous craindront plus. L'Occident ne nous craindra plus. Et vous pensez à ce qui s'est passé au début des années 90, lorsque Clinton, qui a lui-même une importante relation cachée avec l'Union soviétique, a pratiquement détruit l'armée construite par Reagan, parce que nous ne devons plus craindre l'Union soviétique, nous ne devons plus craindre les Russes. Ils ne sont même pas arrivés à battre les tribus en Afghanistan. Donc, il y a des stratégies communistes à long terme. Et en ce moment même, nous voyons en Ukraine, où les chars soviétiques arborent des drapeaux avec le marteau et la faucille, où ils remettent des statues de Lénine dans les territoires de Donetsk et de Louhansk, où ils sont maintenant appelés Républiques populaires, où Poutine, l'homme d'État chrétien, a convoqué une convention en octobre 2017 à Sotchi, en Russie, pour 30 000 jeunes du monde entier. Ils l'ont traité comme une rockstar. C'était un stade gigantesque. Vous pouvez en voir des vidéos en ligne en tapant « Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Sotchi en 2017 ». Eh bien, il leur a dit « L'avenir vous appartient, allez-y, foncez ». Ce n'était pas 30 000 jeunes chrétiens, c'était 30 000 jeunes communistes de Grande-Bretagne, des États-Unis, de France, d'Allemagne, du Sénégal, du Brésil, d'Argentine, etc. Et la célébration a eu lieu en l'honneur du 100e anniversaire de la révolution bolchevique. L'Union soviétique revient. Elle travaille avec la Chine et elle est sur le point de changer l'équilibre des forces en leur faveur pour toujours. Et Golitsyn nous a donné leur plan et nous ferions bien d'y prêter attention. Merci pour ce premier tour de table. Ma deuxième question est la suivante. Un autre transfuge du KGB, Yuri Bezmenov, a déclaré que la subversion était le principal objectif du KGB depuis les années 60. Car une fois que la population d'un pays a été subvertie, peu importe les faits que vous leur présentez, ils ne le croiront pas. Donc ma question est la suivante. N'est-il pas trop tard pour lire Golitsyn? Les gens sont-ils prêts à le croire? C'est très difficile de faire lire les gens. Mais oui, et cela remonte même avant. Je pense que Diana West, dans son livre American Betrayal, a souligné que même dans les années 30 et 40, la pénétration soviétique ne concernait pas l'espionnage. Il s'agissait d'opérations d'influence. Il s'agissait d'influencer la politique. Que faisait Harry Dexter White, qui a finalement été nommé secrétaire du Trésor des États-Unis par Harry Truman? Que faisait Alger Hiss? Ce sont des agents de l'Union soviétique dans les années 40. Que faisait Alger Hiss qui faisait avancer Roosevelt dans son fauteuil roulant à Yalta, la grande réunion au cours de laquelle il en quelque sorte était déterminé comment les choses allaient se passer à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Nous avons été pénétrés, infiltrés au niveau de l'élaboration des politiques depuis longtemps. L'administration Delano Roosevelt n'en est qu'une première version, mais nous le voyons dans l'administration Clinton, nous le voyons dans l'administration Biden, très hostile à l'armement nucléaire américain par exemple. Nous l'avons vu dans l'administration Obama, une influence communiste, une forte influence communiste. Vous avez des personnes ayant des antécédents et des liens avec des organisations de façade communistes dans toutes ces administrations. Ce n'est donc pas seulement depuis les années 60. Et ce que Bezmenov a bien analysé, c'est la grande ouverture de notre société à la manipulation par des agents d'influence.
Il avait une façon de décrire la démoralisation qui résulte de la désorientation par des idées communistes. Voilà quelque chose qui est important de comprendre. Lorsqu'un agent d'influence vient vous influencer, républicain, démocrate ou écologiste, lorsqu'il vient vous influencer, il ne va pas porter une petite étoile rouge sur la tête et dire « Je suis communiste et je veux que vous acceptiez tout ce que contient le livre de Marx, tout ce qui est dit dans le Capital, ou tout ce qui est dit dans le manifeste communiste. » Non, il ne dit pas ça. Il dit « Oh, je sympathise avec l'environnementalisme ou le féminisme ou les problèmes des homosexuels ou les problèmes de ceci ou de cela. J'ai ces idées pour vous et pour vous aider à faire avancer votre cause. Mais ces idées qu'il vous offre sont toxiques. Elles sont un poison, elles vous désorientent. Elles vous orientent vers les mauvais narratifs, les mauvais ennemis, et elles vous font changer d'avis très subtilement. Et c'est ce dont Cliff parlait à propos des conservateurs qui s'alignent sur les objectifs russes en Europe de l'Est et en Europe plus largement. Je vous donne un exemple. J'ai reçu cette semaine un appel de quelqu'un qui voulait que je participe à une émission. Il m'a dit « Oh oui, je viens d'écrire un livre sur le discernement. Et vous savez, je veux aider les gens à comprendre les gens d'en haut, ceux qui nous manipulent. » J'ai répondu « Qui sont ces gens ?»« Oh, vous savez, les banquiers, les grands patrons de multinationales et tout ça. Ce sont eux qui sont derrière tout ça. » Et j'ai dit, alors, vous seriez d'accord avec Lénine pour dire que le capitalisme est le mal et que tout ce que nous avons à faire est de renverser les capitalistes. Il y a une longue pause. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que lorsque vous écoutez la droite maintenant, ils sont pour la classe ouvrière, ils sont contre les entreprises et contre le capitalisme. De plus en plus, il y a ce côté anticapitaliste. Mais attendez une minute. Et c'est un autre thème stratégique de Golitsyn. Il l'appelle la convergence. Faire converger la droite et la gauche pour avoir le même ennemi. Et c'est en train de se produire sous nos yeux. Et ce dont Bezmenov parlait à propos de la désorientation et de la démoralisation, ils ont démoralisé tous ces gens et maintenant ils sont contre eux-mêmes, sans même savoir qu'ils sont contre eux-mêmes, ou contre leur propre système. Ils sont contre la Constitution. Dans l'émission d'Alex Jones, par exemple, il y avait cet ancien du département d'État qui avait travaillé sous Henry Kissinger et qui disait « Ah, je ne suis pas vraiment fan de la Constitution, nous avons besoin d'une révolution de droite dans ce pays. » Pardon? Qu'est-ce que vous venez de dire? Renverser la Constitution, renverser le capitalisme. Et regardez, de plus en plus à droite, les méchants sont le Pentagone, les méchants sont la DARPA, Big Pharma, les entreprises américaines, les banques américaines. Ils ne disent nulle part que les méchants sont à Pékin et à Moscou et le mouvement communiste. Ils ne disent pas ça. Alors oui, la démoralisation et la désorientation. J'ai eu l'honneur, parce que j'ai travaillé pour Accuracy and Media pendant de nombreuses années, de participer avec notre fondateur Reed Irvine à un panel, c'était au Canada, avec Yuri Bezmenov. J'étais vraiment très intrigué et impressionné par ce qu'il avait à dire. Et bien sûr, une grande partie de ma carrière, du moins cette partie-là, a été consacrée à l'analyse de l'utilisation de nos propres médias contre les États-Unis. Nous avons beaucoup travaillé sur l'impact des médias de gauche sur notre avenir et sur notre survie. Et maintenant, de plus en plus, malheureusement, je consacre une grande partie de mon attention à la façon dont les éléments des médias dits de droite font la même chose. Désinformer le peuple américain, désinformer le mouvement conservateur. Et je veux juste mettre en garde votre public parce que je suis sûr qu'ils vont entendre parler de la prochaine réunion du CPAC. J'avais l'habitude d'assister à ces réunions à l'époque de Reagan. Lorsque j'entendais Reagan parler de son anticommunisme, celui qui vient sera probablement dominé par les apologistes de Vladimir Poutine et les opposants à l'Ukraine. C'est vraiment triste. J'espère pouvoir y aller, y assister et couvrir cet événement.
C'est triste de voir ce qui est arrivé aux éléments du mouvement conservateur américain. J'ai consacré une grande partie de mon attention récente à découvrir comment cela s'est produit, qui est derrière tout cela, d'où vient l'argent et ainsi de suite. Pour en revenir à Golitsyn, ce serait formidable, Jean, si les gens lisaient ces livres, et j'espère que les Français liront vos traductions. Mais je leur suggérerais aussi, s'ils n'ont pas le temps de les lire, ces livres, qu'ils regardent l'histoire. L'une des choses que j'ai faites ce week-end avec l'un de mes fils, c'est d'aller à Gettysburg, en Pennsylvanie. Ils ont un nouveau musée génial qui s'appelle The World War II Experience, l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très très intéressant. Il raconte comment la nation, notre nation, s'est unie pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer la France, vaincre les nazis, vaincre les Japonais. Mais en regardant tout cet équipement militaire impressionnant que nous avions là, j'ai aussi regardé ce que nos généraux de l'époque avaient fait et dit. Et l'un de nos plus grands, comme vous le savez, était le général George Patton. Et même avant que Golitsyn ne comprenne ce qui allait se passer, le général Patton, à la fin de la guerre, après que les États-Unis et nos alliés aient vaincu les nazis, a dit en gros « Attendez une minute, et les communistes russes là-bas, qu'en est-il des soviétiques ?» Et il a perçu à juste titre que l'Union soviétique allait être une menace pour les États-Unis et le monde, autant, sinon plus, que l'Allemagne nazie. Il est clair qu'à bien des égards, elle l'a été et continue de l'être. Et George Patton l'a reconnu, à mon avis. Il a été assassiné plus tard. Il existe un excellent livre sur le sujet intitulé Target Patton, qui démontre qu'il a été ciblé et tué dans un soi-disant accident de la route organisé par le KGB ou peut-être par des communistes restés à l'OSS, le prédécesseur de la CIA. Ce qui nous ramène à toute la question de l'influence russe dans nos agences de renseignement et dans notre établissement américain. La seule autre chose que j'ajouterais en remontant dans l'histoire, c'est que c'était une époque où nous avions de grands généraux américains. Regardez la fin de la guerre de Corée, lorsque le général MacArthur a mis en colère tout l'establishment. Il a même été renvoyé lorsqu'il a dit « Nous devons mener cette guerre contre les communistes chinois. Si vous voulez gagner cette guerre en Corée, vous devez battre les Nord-Coréens, certes, mais vous devez aussi battre les communistes chinois, qui avaient engagé 1 million d'hommes dans ce combat. Et bien sûr, nous avons encore aujourd'hui 24 000 soldats américains en Corée du Sud. Et la Corée du Sud est à la merci d'un autre pays communiste, la Corée du Nord, qui est toujours là, et qui continue de développer illégalement des armes nucléaires avec le soutien de la Chine et de la Russie, qui est un de leurs alliés. C'est donc éducatif aussi de revenir en arrière dans l'histoire et de comprendre que ce pays a eu la chance d'avoir des généraux qui reconnaissaient la menace du communisme, le communisme russe, le communisme chinois, et si seulement nous les avions écoutés. Merci. Je pense qu'il est essentiel de lire Golitsyn, et je pense que c'est un point de départ essentiel pour comprendre la géopolitique mondiale. Si vous comprenez que les principales puissances politiques du monde, la Chine communiste, la Russie et dans une certaine mesure les États-Unis, sont toutes sous contrôle communiste à un certain degré, cela rend le monde plus terrifiant, mais vous pouvez voir la réalité beaucoup plus clairement. Et nous ne pourrons jamais régler ce problème tant que nous ne ferons pas face à la réalité. Comme Cliff l'a mentionné, j'étais au CPAC l'année dernière, et le discours de Reagan a été prononcé par Tulsi Gabbard, que je considère comme l'une des plus grandes apologistes de la Russie du pays. Elle doit s'exprimer très prochainement lors d'une conférence à Washington, D.C., organisée par le Parti libertaire
le Parti populaire et le Centre pour l'innovation politique. C'est un groupe qui promeut le communisme MAGA, Make America Great Again. Poutine ne fait que haïr l'esprit de l'Occident, le wokisme, qui est une forme de marxisme. Nous allons avoir une forme masculine de communisme beaucoup plus affirmée. Donc, Tulsi Gabbard va aller à cette conférence communiste MAGA. Ron Paul y sera. Ron Paul, le libertaire à qui les Russes ont fourni d'énormes quantités de propagande à travers le mouvement libertaire, à travers le Cato Institute et d'autres organisations pendant 1 an. Voici donc des soi-disant libertariens dans une conférence avec des communistes staliniens purs et durs qui parlent de finir la guerre et arrêter le soutien américain à l'Ukraine. La conférence s'appelle, j'ai oublié le nom de la conférence, mais elle aura lieu très bientôt. Et l'autre grande menace que je vois se produire, c'est ce que ces apologistes pro-russes font dans le mouvement conservateur américain. Ils dirigent toute notre attention sur la Chine. Mais on n'est jamais autorisé à parler de la Russie, alors que la Russie a beaucoup plus d'armes nucléaires que la Chine. Alors nous sommes tous en larmes parce qu'un ballon espion chinois vient de survoler les États-Unis. Mais personne ne parle de l'énorme base russe sur l'île de Laokida au Nicaragua et de l'autre à Punta Huerte au Nicaragua aussi, qui peuvent lancer des bombardiers qui pourraient lâcher des armes nucléaires sur n'importe quelle ville d'Amérique en l'espace de quelques heures. Personne ne sait même qu'elles existent, parce que les agents russes, et je les appelle les agents russes du mouvement conservateur, dirigent toute l'attention sur la Chine. Et la Chine mérite cette attention. Mais en ce qui me concerne, la Chine n'est pas la force principale dans cette opération. Ce sont toujours les Russes. Poutine a envahi l'Ukraine avant que la Chine ne s'attaque à Taïwan. Il y est allé en premier. Et Dieu merci, les Ukrainiens sont là. Vraiment, Dieu merci pour le courage du peuple ukrainien qui empêche la Troisième Guerre mondiale d'avoir lieu. Leur ténacité et leur bravoure empêchent l'invasion de Taïwan, l'attaque de la Corée du Sud par le Nord et une guerre majeure au Moyen-Orient. Et nous avons des conservateurs américains qui prennent le parti de Poutine. C'est de la désinformation russe. Elle passe par le mouvement libertaire, elle passe par des éléments du mouvement conservateur, par Tucker Carlson, Steve Bannon, Alex Jones, et elle passe aussi par QAnon. QAnon, si ce n'est pas une opération russe, si ça n'a pas commencé comme une opération russe, c'est une opération russe maintenant. QAnon promeut la propagande russe de façon incroyable, et vous avez des millions d'Américains qui pensent sincèrement que Poutine est un chrétien qui a envahi l'Ukraine pour arrêter George Soros, pour arrêter les laboratoires biologiques et pour éradiquer les nazis ukrainiens, même si l'Ukraine a un président juif. Comment pouvez-vous imaginer cela? La propagande russe a fait croire à des millions d'Américains que l'Ukraine est dirigée par des nazis alors qu'elle a un président juif.